Ok, alors voilà, c'est bon. J'ai trouvé ce qui n'allait pas dans le son. Je suis désolé, c'est mal parti. J'ai fait une petite bêtise de réglage de mon système et j'ai pas activé j'ai pas activé le bon son en fait. J'avais activé le son d'un micro qui n'est pas connecté. Donc voilà, ça doit marcher cette fois-ci par contre. J'attends d'avoir les derniers retours, que vous m'expliquiez. Voilà, oui, apparemment il y a du son. Donc ok, c'est réglé. Alors, on va le refaire. Donc bonjour et bienvenue à tous. C'est le 13e live météo de Météo Tropical depuis que j'ai lancé ce principe-là. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Sam. C'est évident. On va parler de sa situation, de son évolution, et de à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours en fait. Voilà, il y a eu pas mal de questions posées par différents modèles sur les derniers jours. On va essayer de démêler un petit peu ça et de voir ce qu'il en est réellement euh, sans forcément jeter l'opprobre sur un des modèles qui n'a pas été forcément très pertinent jusqu'à maintenant. Quoique, on va voir ça après. Alors, juste un petit truc pour les gens qui arrivent sur Twitch et qui ne sont pas vraiment habitués. Lorsque vous arrivez sur la page, vous avez la vidéo qui s'affiche dans un encart. Cliquez dessus. Ça va vous permettre de la mettre en plus grand et surtout, ça va vous permettre de faire apparaître le chat sur lequel vous pourrez interagir avec moi, poser des questions si vous voulez. Voilà, c'est important parce que souvent les gens n'ont pas l'habitude de le faire et du coup, ils se trouvent un petit peu coincés. Donc voilà. Trois parties dans ce live, un petit peu comme d'habitude. Première partie où je vais parler essentiellement de Sam, de son évolution, de sa situation, de ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours. Une deuxième partie plus pour ceux qui s'en foutent un petit, qui pourront partir en fait. Donc pour ceux qui veulent euh, écouter un petit peu plus de données techniques, d'informations, de commandes, pourquoi, ce que je fais toujours. Et puis une troisième partie à la fin qui consistera à un échange avec le chat où je répondrai aux questions que vous m'avez posées. Voilà, donc je vois que vous êtes 300, donc je ne m'attendais pas à autant de monde à une heure pareille, parce que c'est une heure inhabituelle. Hier soir, j'ai été un petit peu coincé, donc j'ai pas pu faire le live. Je m'en excuse. Voilà. Ok, bon écoutez, on va partir sur Sam. Alors, je pense que tout le monde, tous les gens qui sont là suivent les évolutions, bien entendu. Donc, vous savez qu'il a été classé en catégorie 3, donc un ouragan majeur, il y a environ 2 heures. Donc, voilà, c'était tout à fait prévu, tout à fait anticipé. Donc, pas forcément de problème à ce sujet-là. Voilà, il même anticipé qu'il passe en catégorie 4 probablement d'ici demain. Donc voilà, ça ne sera pas une surprise. Ça ne change rien en fait à ce qui était prévu jusqu'à présent. Euh, alors, je vais parler 2 secondes de sa structure. D'abord, c'est un ouragan, si vous voyez, qui est plutôt compact, d'accord. Voilà, entre 20 nord ici et 10 nord, il y a 1000 km. Donc vous voyez, il, vraiment, si on va tout ce qu'il attire en termes de nuages, c'est à peu près 500 km, tout compris de diamètre. Et si on s'attarde un petit peu sur son cœur, là vous voyez que c'est quand même nettement plus resserré. La partie vraiment de convection, là on est entre, c'est quoi, c'est 10 et 15, donc il y a 500 km à peu près là de hauteur. Donc vous voyez vraiment le cœur, ça se joue sur une centaine de kilomètres à peu près, donc sur 50 km de rayon, enfin un peu plus, 80 km de rayon au sud et une trentaine de kilomètres au nord. Voilà, donc c'est un système compact, c'est un système qui a pas quand même une structure parfaitement établie. C'est pas, il n'est pas impressionnant pour l'instant. Alors, ça va peut-être changer, mais pour un catégorie 3, pour un ouragan majeur, on voit, il a un œil qui est assez petit et qui est, alors on va pas pouvoir trop zoomer, mais vous voyez qu'il n'est pas bien symétrique. Il n'a pas une zone de convection très profonde en fait, c'est ce qui est probablement le plus étonnant. Normalement, on a des zones de convection dans un ouragan majeur très très noires, voire violettes. Alors les couleurs, c'est la température au sommet des nuages, et plus la température est basse, plus la convection est forte.
Et là, vous voyez, la zone vraiment de convection la plus forte, elle est au sud-ouest de l'œil, et elle est quand même pas extrêmement développée. Donc voilà, c'est un petit système, c'est un système qui n'est pas encore au top de sa forme, je pense. Je pense qu'il va pouvoir progresser. Alors, on essaiera de regarder un petit peu tout à l'heure pourquoi, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, mais il n'y a a priori pas grand-chose dans l'environnement qui l'empêche vraiment d'avancer. Donc voilà, pour sa structure. Alors, si on peut regarder d'autres images, donc vous voyez, ça c'est l'image en IR visible. Alors, elle est un peu vieille celle-là, je pense. Oui, 6 heures du matin, mais bon, on voit la même chose. Alors, on voit l'œil. Alors, pourquoi entre les deux images, vous avez... on a l'impression que l'œil n'est pas tout à fait le même, c'est tout simplement que l'axe de vision du satellite, le satellite est plus vers l'ouest. Donc quand il regarde, vous voyez, il voit l'entrée, puis il voit le bas. Donc en fait, voilà, l'œil, c'est cette partie-là. On voit que c'est quand même un système compact. Vous voyez, la partie centrale, là, ici, c'est quand même très réduit, quoi. Donc c'est pas un système qui est très ample. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il passe au nord des îles du Nord, comme c'est prévu, même s'il venait à s'approcher un petit peu des îles du Nord, il n'aurait pas un impact très très important. Donc en fait, le fait que ça soit un système compact avec peu d'incidence et peu d'impact au-delà d'une centaine de kilomètres à peu près, puisque je crois que le rayon des vents de tempête, c'est à tout casser 100 km. Donc vous voyez, s'il passe à 200 km des îles du Nord, vous aurez un peu de pluie dans les lignes de grains. Vous voyez, il y a des lignes de grains qui se situent au sud qui sont à 250-300 km. Donc il y a de la pluie, bien sûr, mais il y aura, a priori, dans cette zone-là, s'il passe à 200 km des îles du Nord, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'impact. Voilà, donc la dernière, on voit là aussi, alors là c'est l'imagerie en microwave, et donc on voit... alors là, c'était cette nuit, hein, celui-là. Donc il a un petit peu évolué depuis, il s'est un peu désorganisé, mais on voit quand même qu'il est très compact, hein, puisque voilà, ça fait moins de 100 km en fait le diamètre du cœur, et on voit qu'il n'y a pas encore il y a pas encore une convection très profonde dans la circulation proche du mur de l'œil. Voilà, donc c'est ce que je dis, c'est pas un système qui est encore clairement bien développé. Donc espérons ça va rester comme ça, hein, bien sûr, mais voilà, ça pour l'instant ça donne plutôt une bonne idée de la chose, et puis ça permet quand même de se faire d'éviter de se faire beaucoup de soucis en fait. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde cette image là, c'est un peu impressionnant parce que il est en dessous l'œil est en dessous de la latitude de la Martinique, hein, donc bon, on l'a déjà connu, hein, on a déjà connu ça pour Maria, on a déjà connu ça beaucoup de fois, avec des systèmes qui étaient positionnés ici, qui sont passés bien au nord, ou qui ont franchi l'arc antillais. Donc voilà, c'est pas, sa position actuelle n'est pas du tout déterminante pour le moment pour son niveau de passage sur 60 ouest, quoi. Donc c'est impressionnant visuellement, mais c'est pas non plus, compte tenu des prévisions et du consensus, c'est pas vraiment un gros problème. Alors le NHC pour sa part, lui il reste très fidèle à sa prévision depuis 48 heures, même 72 en fait. Il avait anticipé cette situation-là, il avait anticipé un déplacement très ouest sur les premiers jours, un fort ralentissement, donc là c'est le cas, il avance à 8 km/h. Donc autant vous dire que c'est pas vite. Et puis un infléchissement de la trajectoire nord-ouest, vraiment, quasiment au 300, à compter de demain matin en fait. Donc on le voit, c'est ici, hein, la zone où ça infléchit vraiment. Donc le NHC s'est pas trompé pour l'instant, donc on va estimer qu'il n'y a pas de raison qu'il se trompe pour les prochains jours. En tout cas, dans la zone blanche de prévision, d'accord, qui est la zone à 72 heures, on peut estimer que cette prévision est fiable, d'accord. Après, au-delà, jusqu'à 5 jours, ça, d'ailleurs, on voit, hein, le code d'incertitude s'élargit beaucoup, mais jusqu'à 72 heures, on peut estimer qu'à 72 heures, en effet, il va être aux alentours de 17 nord et avant 55 ouest, donc ce qui va calmer un petit peu tout le monde, et on verra que ça a bien continué.
Alors, à propos de son déplacement, il faut bien se dire une chose, c'est que un ouragan, ça se déplace pas, un cyclone en général et un ouragan en particulier, ça ne se déplace pas de manière fluide, d'accord? Vous voyez, c'est une suite d'à-coups, en fait, qui sont liés à la fois en l'environnement au niveau de la pression, que ce soit au niveau de la surface ou en altitude, mais c'est aussi lié à la structure même du système. C'est-à-dire que, par exemple, s'il est en phase de remplacement de l'œil, il peut y avoir un repositionnement un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Si il est en ralentissement, sa vitesse ralentit, ça va avoir un effet sur sa trajectoire. Donc vous voyez, par exemple, donc là, chaque point, c'est 3 heures d'intervalle, hein, puisque dès qu'il est en ouragan, j'arrive à, même dès qu'il est en tempête, j'arrive à avoir les informations avec 3 heures d'intervalle au lieu de 6. Donc vous voyez, donc 3, 6, depuis 9 heures, 9-12 heures à peu près, on voit qu'il a une trajectoire très ouest en fait. Hein. Donc ça correspond à ce qui était prévu. Donc vous voyez, on est entre ce point-là et celui-là, on est à peu près sur la trajectoire qui était ici. Donc ça, c'est pas problématique ni grave, mais voilà, c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas quand vous regardez une ligne de tracking comme ça, parce que ça avance avec des à-coups, forcément, d'accord? C'est pas un déplacement fluide, ça ralentit, ça accélère, ça va un peu plus au nord, un peu plus au sud. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme on a vu tout à l'heure sur l'image satellite, visuellement, là, en fait, on n'a pas pour l'instant de reconnaissance aérienne. La première aura lieu demain dans la matinée. Donc il y a un Hurricane Hunter qui va venir faire une investigation demain dans la matinée. Ce qui veut dire que pour l'instant, le positionnement de l'œil, il est fait manuellement, d'accord? C'est-à-dire que soit on est sur une carte et on voit où est positionné l'œil, mais ça va dépendre de l'axe du satellite, en fait, puisque lui, il va voir la hauteur en altitude, d'accord? Il va voir l'œil au niveau du haut des cumulonimbus, près de 10 000 mètres d'altitude, peut-être un petit peu moins, et ce qui va donner une perspective faussée, d'accord? Si le satellite a un point de vue très à l'ouest, d'accord? Si je diminue beaucoup voilà, pour vous montrer, le satellite est ici à peu près. Donc vous voyez, quand on regarde depuis le satellite, ben forcément, c'est une vision oblique que l'on a sur le système. Donc le positionnement de l'œil n'est pas en altitude, ne rend pas la réalité de sa position en surface, en fait. Donc c'est un des écueils de la difficulté de l'analyse de la position tant qu'un avion n'est pas passé dedans. L'autre outil, les autres outils sont des outils toujours satellites mais d'analyse automatique. Donc il y a divers systèmes qui permettent de gérer ça. Mais c'est toujours pareil, ils sont très dépendants de la position du satellite dans l'espace par rapport au centre du système. Et donc, ils ont des biais d'analyse qui peuvent être assez proches, en fait, finalement. D'accord ? Voilà. Donc, le système le plus connu d'analyse à la fois de l'intensité et de la position du centre s'appelle le Dvorak. J'en parlerai un jour s'il y a des personnes qui sont intéressées pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, au niveau position, donc vous voyez que sa trajectoire est irrégulière, c'est normal. Ne pas s'inquiéter si depuis 6 heures ou 9 heures, il passe à l'ouest complètement, c'est pas grave, il va compenser et puis remontera un petit peu plus au nord derrière. Ce qui est important, c'est de regarder sa trajectoire sur, on va dire, 24 heures, voilà à peu près. Donc vous voyez, sur 24 heures, il a une trajectoire. Si on prolonge ce trait-là, vous voyez qu'on n'arrive pas loin d'ici et que donc on est tout à fait dans la prévision du NHC. Donc voilà, ne pas vous inquiéter quand vous voyez que de temps en temps, hop, il repique un petit peu vers l'ouest. Ça n'a pas d'incidence ni d'importance. Alors, au niveau de la prévision de trajectoire, alors c'est là que ça devient intéressant. Donc ça, c'est alors, mon site fétiche Tropical Tidbit étant en panne, probablement victime de son succès. J'utilise un autre site, mais qui demande un abonnement en fait. Donc voilà, ça s'appelle. Je vais pas m'en sortir. Weather Model, pardon. Donc on voit que dans les modèles majeurs, en fait, on a un fort consensus. Alors le CNWF
CMWF n'y est pas là-dedans. Hein. Donc on a un fort consensus avec une enveloppe qui est très très limitée. Vous voyez, ça se joue vraiment pas très large à proximité de 60 ouest. On voit que le plus au sud aujourd'hui c'est le NHC, donc c'est la prévision, c'est le track du NHC, d'accord, qui se situe par là. Et le plus au nord c'est le track du GFS. Voilà. Bon, a priori on peut estimer que ça va se jouer quelque part entre ces deux-là. Alors le NHC lui est assez proche de 20 nord par 60 ouest, d'accord, ce qui nous ramène quand même à 250 voire 300 km des îles du Nord. Non, même un peu plus, parce que c'est 300 km d'Antigua, donc on est peut-être à 350 km des îles du Nord, donc ça reste plutôt pas mal. Le GFS, il est carrément plus loin, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors, il y a quand même un tout petit truc, c'est que, vous voyez, le NHC, on voit, il a cette prévision un petit peu incurvée au départ, avec un début qui part un peu plus à l'ouest. Les autres partent assez rapidement nord-ouest à partir de la position actuelle. Bon, à voir, à vérifier. On va pouvoir commencer à vérifier la réalité de la prévision des uns et des autres, notamment du GFS. Voilà. Alors, si on passe sur la prévision donc du GFS, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'ensemble, hein, ce sont chacun des membres du GFS, et la partie au milieu, comme ça, avec les ronds, c'est la moyenne, en fait. Alors, il y a une question qui se pose sur la moyenne et la médiane. Non, c'est avec les carrés, pardon, la moyenne. Et donc là, en fait, il y a les deux, je pense qu'il y a la moyenne et la médiane. Donc oui, alors, je vous ferai dans la deuxième partie petite explication pour ceux qui ne connaissent pas de la différence entre la moyenne et la médiane. Disons pour simplifier que la moyenne va prendre en compte tous les extrêmes, d'accord, et donc va calculer une trajectoire qui va tenir compte de chaque point, alors que la médiane, elle, va se situer, va prendre la moitié la plus à l'ouest, la moitié la plus à l'est, et va se situer au milieu. Donc c'est pas tout à fait la même méthode de calcul. Mais globalement, on voit que le track central en termes de moyenne et de médiane est à peu près le même sur 60 ouest, qu'il est, on va dire, autour de 25 nord à peu près. Donc bon, là, bien évidemment que les Russes sont quasi nuls pour les îles du Nord sur cette prévision. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de retourner voir le modèle européen, qui lui, bien entendu, depuis, je vous l'avais déjà dit, c'était quand le dernier live, c'était mercredi soir, on avait déjà finalement un passage au nord des îles du Nord qui était assez proche de celui-là, mais depuis il n'a pas forcément beaucoup évolué. On voit que sa moyenne se situe quand même sur 60 ouest, elle est aux alentours de... on est où là on est entre 15 et autour de 17 à peu près, vous voyez, 17 nord. Donc c'est quand même bien plus bas que le consensus et bien plus bas que le GFS, bien entendu. Donc voilà, le CMWF pour l'instant ne lâche pas grand-chose sur sa prévision. Il a légèrement infléchi sa trajectoire vers le nord, il a corrigé. J'ai posté sur Twitter tout à l'heure un schéma qui montrait sur les 5 derniers runs la correction à chaque fois. Mais c'est pas une correction qui est forte, hein. C'est une correction, pour l'instant, on tire deux choses de ce graphique. La première, c'est que y a une correction vers le nord, mais qu'elle est quand même relativement faible. Et la deuxième, c'est ce dont je parlerai en deuxième partie, c'est que le niveau de confiance de cette prévision demeure très bas. C'est-à-dire que le niveau de confiance, on l'établit en fonction de la largeur de l'enveloppe. D'accord ? Donc vous voyez, l'enveloppe est très très large ici. Si je reviens sur le GFS, vous voyez que l'enveloppe est beaucoup plus resserrée. Donc... ça, c'est un élément... Et alors, sur le consensus, c'est encore bien plus resserré que ça. Donc, le modèle européen, pour l'instant, est dubitatif. Il y a quelque chose qui le dérange dans la prévision, là, dans les conditions de la pression, notamment en altitude, et cette situation-là fait que l'initialisation de chaque membre avec des variables différentes donne des gros écarts en termes de prévision. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
le consensus de manière générale, c'est habituellement sur ce type de système, c'est d'un côté le GFS, le modèle européen, celui-là, et quelques autres modèles pertinents, et de l'autre côté, des modèles qui sont un petit peu moins adaptés à ce type de prévision, le CMC, le Icon, enfin d'autres modèles comme ça, et puis quelques modèles exotiques. Notamment des modèles qui sont en test ou en phase d'élaboration. Et donc habituellement, on a un consensus avec d'un côté nos deux modèles majeurs et quelques modèles pas forcément toujours adaptés, mais qui se relient à ça. Et puis quelques modèles un peu plus exotiques qui prévoient des choses qui partent un peu dans tous les sens. Donc quand c'est comme ça, on ne se pose pas de questions. Le consensus, à partir du moment où le GFS et le CMWF ont la même prévision, hop, on ferme tout, on ferme les yeux, et puis on passe à autre chose. Parce que ça, on sait que historiquement, quand il y a un consensus entre les deux, ça marche. Sauf que là, il y a un consensus entre tous les autres, et le seul qui n'est pas en consensus, c'est un des modèles les plus pertinents de ces 5 dernières années quand même. Hein. Il faut bien prendre ça en compte. Donc on ne peut pas se contenter de dire que le modèle européen est totalement foiré, qu'il est nul, machin et tout. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Hein. Il faut tenir compte de sa position pour l'instant. Si on avait une prévision ici sur le centre Atlantique, on s'en foutrait en fait, on ne débattrait pas sur la question. Mais on débat sur la question parce qu'on voit que 20% des membres aujourd'hui du modèle européen maintiennent un passage sur ou à proximité immédiate de l'arc. C'est pas anodin, quoi. C'est pas le CMC qui nous fait un caca nerveux ou un truc comme ça. Non, non, c'est le modèle européen, c'est le CMWF qui, à 130 heures, donc on n'est quand même pas maintenant, on n'est plus comme il y a 3 jours, à 8-9 jours, hein, là on est à un peu plus de 5 jours, maintient une prévision qui potentiellement peut venir chatouiller le nord de l'arc. Donc on ne va pas prendre cette carte-là et cette prévision, on ne va pas la jeter, on ne va pas la foutre sous le tapis et se dire, bon ok, il n'y arrivera rien, next, on passe à autre chose. Non, on va écouter ce qu'il nous dit, regarder ce qu'il nous dit. On voit quand même qu'il y a une concentration très forte de membres entre, on va dire, la position moyenne et la position du NHC, d'accord ? Donc, on peut penser que ça va se jouer quelque part par là. Mais quelque part par là, c'est pas non plus, vous voyez, c'est plus à 400 km ou à 500 km de l'arc. C'est beaucoup plus proche. Donc voilà, le CMWF maintient une trajectoire plus ouest que tous les autres. Il se tient à sa prévision, il n'en déroge pas trop. Pour vous donner une comparaison, le GFS serait ici la ligne la plus à droite, là, hein, vous voyez, donc bon, il y a quand même une sacrée différence. Donc voilà, on va pas fermer les yeux, on va pas dire il s'est foutu dedans, il est nul, machin et tout. Non, non, on va dire il nous crée une incertitude dont il faut tenir compte. Voilà. Donc globalement, on a un consensus fort pour un passage bien au nord de l'arc, très au large, donc il n'impactera pas du tout l'arc entier. Et à la marge, on a un des modèles les plus pertinents depuis 5 ans qui nous dit attention, le consensus, ok, mais il y a quand même des artefacts et on peut pas les oublier. Donc voilà. C'était pour vous parler un petit peu de la trajectoire. Alors malheureusement, comme je vous disais, le Tropical Tidbit et HS, vous voyez, il n'arrive pas à afficher ses pages et tout. Je pense qu'il y a beaucoup trop de monde dessus pour qu'il tienne le choix. Ah, ben ça y est, ça remarche. Ben, vous voyez, on a un coup de bol en fait. Alors, on va en profiter. Donc on va jeter un petit coup d'œil et voir ce qui se passe. Ah ben dis donc, ça fait du bien quand ça redémarre celui-là. Parce qu'il me manque quand il n'est pas en ligne. Donc oui, alors c'est ça. On va venir voir donc le CMWF. On doit avoir la sortie, le run de 12 heures a priori. Non, c'est toujours le 0 heure. Il n'est pas à jour à 12 heures, c'est pas très grave. Et puis on va voir la situation en altitude. Alors voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a regardé mercredi ces cartes-là, on avait une situation qui était passablement différente en fait. C'est-à-dire que, alors je vous ai expliqué, ça c'est la situation de la pression à 5500 mètres de hauteur, donc à 500 millibars. Alors ce sont des anomalies de pression, donc là plus c'est rouge, plus la pression est élevée par rapport à ce qu'elle devrait être, et plus c'est bleu, plus elle est basse par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc comme on a nous un système qui est un système dépressionnaire, donc de basse pression, il ne peut pas aller attaquer la zone de haute pression, c'est pas possible. Donc du coup, lui il est quand même
porté par un courant qui l'amène de surface, qui va l'emmener vers là, d'accord, qui est le courant, si on revient sur la carte, voilà, vous voyez, on a cette isobare là. Là, ça veut dire que le flux de vent, globalement, il est comme ça ici. Donc, le déplacement du système va être comme ça. Sauf que, à ce moment-là, il arrive dans une zone où il est bloqué, puisqu'il a de l'haute pression d'altitude. Et donc, c'est ce qui explique que, alors que la crête, en fait, était ici, sur les derniers... il y a 3 jours, quand je vous ai expliqué, vous vous rappelez, il y avait une crête de haute pression ici. Et donc, ce qui expliquait qu'il ne pouvait pas remonter et qu'il allait continuer sur une trajectoire plus ouest. Alors, en fait, depuis, ça a changé. Je vous avais aussi expliqué que cette situation en altitude n'est pas facile à prévoir pour les modèles, parce qu'ils n'ont pas de mesure. Autant au niveau de la surface, on a les bateaux, les bouées qui peuvent mesurer la pression, mais autant en altitude, on n'a rien, en fait. Donc, c'est vraiment que de l'estimation. Et donc, du coup, la prévision du GFS, dorénavant, c'est une crête très forte ici, qui donc va globalement bloquer l'avancée vers l'ouest. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que dans cette situation actuelle-là, ce système-là, il ne peut pas venir taper dans l'arc entier. C'est juste pas possible, en fait. D'accord? Parce que cette crête de haute pression va l'empêcher de venir là. Et donc voilà pourquoi la trajectoire a un petit peu changé. Mais si on avance un petit peu, vous voyez, là, donc on a avancé à 72 heures. Ça se recomplique en fait, parce qu'on a toujours une zone, mais bien moins forte, de haute pression ici, qui est un petit peu au niveau de l'arc entier, mais on a la même qui est venue se remettre au niveau du nord. Et donc, vous voyez, c'est ce qui explique que on a toujours une zone de passage, en fait, qui est un peu resserrée entre ces deux zones-là, et qu'il est quand même beaucoup plus proche de l'arc entier que les autres. Si on vient chercher le GFS pour la même prévision au même endroit, vous voyez, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que on a une crête de haute pression ici, qui est beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus au nord, et donc il a une bonne trajectoire pour venir passer au ras de cette crête-là, et à distance quand même très raisonnable de l'arc entier. Je suis en train de regarder, il y a une espèce de bug. Oui, ça va, c'est revenu. Donc voilà ce qui explique la différence entre les deux modèles. Voilà ce qui explique pourquoi le CMWF maintient sa prévision. Parce que il a une vision de la situation qui est assez différente des autres. Et lui, il n'a aucune raison de penser qu'il a tort, en fait. Parce qu'un modèle ne regarde pas ce que font ses petits camarades, et il ne se détermine pas en fonction de ça. Il se détermine en fonction de ses algorithmes et des variables de forçage qui ont été utilisées au moment de son initialisation, ce qui fait que lui, il maintient ça. Très franchement, à 5 jours, c'est assez difficile encore de savoir qui a raison. Alors c'est vrai qu'on a un gros consensus de l'autre côté qui pense qu'il n'y aura pas cette crête-là, mais bon, c'est à 5 jours, on sait que ce genre de prévision à 5 jours est quand même un peu délicate. Donc bon, voilà. Disons que, encore une fois, si on revient à l'image là, vous voyez, on peut penser que ça va se jouer quelque part entre la ligne noire ici et la zone très dense là, et que ça va se jouer probablement dans un espace qui est ici. Si c'est la ligne noire, c'est à 200-250 km quand même des îles du Nord, donc il suffirait qu'il se renforce pas mal et qu'il gonfle pour qu'on puisse avoir un impact. Alors ce ne sera pas un impact fort, mais que ça ait un impact. Si c'est plus au nord, ça passera facilement. Voilà, alors dernière chose à propos de ce système, c'est que, alors on va le regarder ici, dans le global, est-ce que, non, c'est bizarre, j'ai plus il n'y a plus les modèles de vagues, c'est un peu étonnant. Non, il n'est pas dans le climat, c'est pas possible, il n'est pas là. Bon, je sais pas pourquoi. Avant, il y avait le modèle 3W de vague, là, WW3 de vague, et il n'y est plus. Alors, bon, c'est pas grave, je vais quand même vous indiquer ce qu'il y a. Pour l'instant, le plus gros risque que fait peser ce système sur l'arc antillais, c'est la houle. D'accord? Alors, c'est revenu, je crois, voilà. Il y a eu un un petit bug, il y a eu un petit moment où ça s'est... moi, j'ai pas perdu de frame, mais il y a eu un petit bug dans le truc, donc ça s'est arrêté pendant une quinzaine de secondes à peu près. Oui, donc je reviens à ce que je disais. Donc, le gros risque que fait peser désormais SAM sur l'arc antillais,
c'est pas tant un risque de vent, c'est pas tant un risque de forte pluie, c'est plutôt un risque de houle. C'est-à-dire il passe quand même pas loin, d'accord. Donc on voit hein, là ici, vous voyez, c'est pas loin, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein, c'est pas, si on passe, en basse altitude, à proximité de la surface. Vous voyez, bon, il est prévu de rester un système compact, donc finalement les effets vont quand même passer un petit peu loin, mais en soi-même, s'il passe là, c'est quand même pas très loin. Donc ce que fait risquer à l'arc antillais ce système-là, c'est de la houle cyclonique, d'accord. Là, 300 km, c'est clairement une distance que la houle va franchir allègrement. Et donc on pourrait avoir des épisodes de houle de nord en nord-ouest sur les îles du Nord dans un premier temps, puis ensuite sur la Guadeloupe, puis jusqu'en Martinique. Des épisodes de houle assez énergétiques, avec des périodes assez longues. Donc il va falloir se méfier un petit peu de ça, notamment pour tous les gens qui sont au mouillage côté Caraïbes, donc en Martinique je pense aux Anse-Darlé, Anse-Mitan, ce genre de choses, en Guadeloupe c'est des tout ça, et les îles du Nord ça va être bien sûr la baie de Marigot, Grand-Case et compagnie. Donc là, la semaine prochaine, si vous êtes en bateau et au mouillage côté Caraïbes, je vous conseille d'être prudent et d'envisager une solution de repli parce que ça pourrait pas mal bouger à la côte. Et voilà, donc c'est pour l'instant, on va dire quand même le risque principal, c'est celui-là. Au niveau du vent, vous voyez, dans cette zone-là, c'est pas grand-chose. Alors, si on avance un petit peu, voilà, c'est du vent de sud à 15-20 nœuds, peut-être un peu plus, peut-être 25 nœuds quand ça va être à proximité, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de Sam. Donc je crois que la première partie, elle est à peu près bonne, donc ça fait une demi-heure, donc c'est très très bien. Donc ceux qui sont venus spécifiquement pour Sam, voilà, je pense que j'ai fait un tour à peu près exhaustif de la situation. Pour ceux qui ont envie maintenant de m'écouter parler de la manière de... comment interpréter les images que vous voyez sur le web en allant un tout petit peu plus loin que les dernières fois. C'est-à-dire les dernières fois j'en ai déjà parlé, mais là je vais continuer à rentrer un tout petit peu dans le détail et à vous donner des méthodes un petit peu plus développées qui vous permettront de ne pas vous affoler quand vous voyez passer une prévision sur Facebook sans aucune explication d'un modèle comme ça et de dire non, on va aller voir autre chose et autrement. Alors, donc quand c'est comme ça, en fait, ça part souvent d'une image comme celle-là, hein, d'accord. Le début du problème de la paranoïa, on va dire, qui se crée sur les réseaux sociaux, c'est quand quelqu'un arrive et partage... Alors, la houle, je répondrai aux questions à la fin du truc, mais celle-là, je la vois passer. La houle, ça va être milieu de semaine prochaine, pendant probablement quelques jours. Vu qu'il avancera toujours un peu plus vite, mais quand même toujours un petit peu doucement. Et on aura de la houle quand même d'est bien avant, hein, puisque là, vous voyez, une fois qu'il est là, il va commencer à envoyer de la houle d'est à nord-ouest. Et donc, on va avoir de la houle de nord-ouest, notamment en Guadeloupe. Donc là, pour le coup, sur la côte, vers le Moule et compagnie, là, les surfeurs au Moule, préparez-vous, parce que je pense que, on va dire, d'ici mardi ou mercredi, vous allez avoir de quoi vous amuser pas mal. Voilà, donc en fait, je reviens un petit peu, le problème de la crainte et de la paranoïa qui se crée sur les réseaux sociaux, c'est lorsque quelqu'un arrive et poste une image comme celle-là, voire pire, comme ça a été au milieu de la semaine, où le même était sur les îles du Nord, en fait, d'accord. Et sans autre forme d'explication. C'est-à-dire, on ne vous dit pas quel modèle, à quelle échéance, que font les autres modèles, est-ce qu'il y a un consensus, est-ce que la tendance est stable, on ne vous explique rien. On vous dit juste, voilà, il va passer un catégorie 4 sur les îles du Nord à telle date. Donc, ça, c'est ce contre quoi je me bats depuis des années, en fait. De dire, non, ça ne marche pas comme ça. La prévision météo, globalement, et la prévision cyclonique particulièrement, ça ne marche pas comme ça. D'accord ? On ne peut pas se servir d'une sortie d'un seul modèle et de la montrer, de la jeter à la face du monde sans explication, parce que les gens qui ne sont pas habitués, forcément, ils vont penser c'est une prévision, et puis donc il y a des chances qu'elle soit bonne, quoi. Donc voilà. Alors, lorsqu'on vous présente une image comme celle-là, d'accord, la principale chose que vous avez à faire, c'est si le système est déjà nommé,
d'accord, s'il est soit en invest, soit en tempête ou en cyclone ou autre, c'est de venir sur ce site, donc il s'appelle, bon après sur Météo Tropical vous l'avez, mais je leur renvoie un petit peu de monde ici aussi, de venir sur ce site, donc c'est tropicaltidbits.com. Je partagerai le lien sur la page, sur le replay, sur YouTube, sur les infos sur la description de la vidéo. Donc vous venez dans les tempêtes actuelles, d'accord, sur la page des tempêtes actuelles. Alors bon, oui, il a repris un coup de chaud manifestement. Bon, c'est pas très grave. Vous allez arriver sur une page où vous allez avoir différents graphiques, dont ceux que je vous ai montrés. Alors, ils viennent pas de chez lui, mais c'est les mêmes. Hein. Donc, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est déjà commencer à regarder un petit peu les autres modèles. D'accord ? Donc, vous voyez, on vous disait le CMWF, le modèle européen qu'on vous a présenté sur les réseaux sociaux, vous disait que ça passait sur les îles du Nord. Et puis, tous les autres modèles vous disent non, ça va passer plus loin. Donc, déjà, ça doit vous faire un petit tilt, là, à ce moment-là. Ça doit, bing, vous savez, la petite ampoule dans les dessins animés qui s'affiche, là. Vous devez commencer à vous dire, hop, 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 on a essayé de me mener en bateau, et c'est pas tout à fait ce qui est prévu, en fait. Donc voilà, première chose, vous venez voir ce que l'on appelle la guidance, l'enveloppe de trajectoire globale du consensus. Donc vous allez voir, et là vous voyez que ce qu'on vous a montré, c'est quand même très très loin du consensus tel qu'il existe. Alors le consensus, c'est un sujet qui est capital dans la science. C'est-à-dire que la science, pour la science, le principe du consensus, c'est un principe qui est fondamental. C'est-à-dire que le consensus, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'une part de savoir vers où il faut aller en termes de compréhension de la science. Là où les consensus sont forts, il y a moins de risques qu'on se trompe. Et là où les consensus sont extrêmement faibles, ça demande d'aller faire des études complémentaires, justement pour faire avancer ce consensus. Quand il est fort, on va pas s'attacher à une étude qui contrarie totalement ce consensus. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les études farfelues, et donc ça n'a aucun sens en fait. Alors tout lien avec la situation sanitaire actuelle est totalement fortuit, d'accord ? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Je vous donne juste globalement dans la science comment ça marche. Et donc on peut estimer que finalement chaque modèle est une étude sur un domaine scientifique qui est la prévision de météo cyclonique, et pour un sujet particulier qui est un système cyclonique, qui est soit formé, soit en prévision. Et du coup, on dit, voilà, là on a un consensus, donc ce qui s'échappe du consensus, on n'en tient pas compte, en fait, d'accord ? Ça serait, la base de la réflexion pourrait être celle-là. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez un consensus fort, il faut voir qui est-ce qu'il y a dans ce consensus. Est-ce qu'il y a donc pour revenir à la science, est-ce qu'il y a des scientifiques ou des laboratoires ou différentes choses qui sont réputés fiables, qui ont l'habitude de publier sur des revues à comité de lecture, qui ont fait preuve depuis des années de la qualité de la démarche de leurs travaux, ou est-ce que c'est un consensus de gens qui publient très peu, ou lorsqu'ils publient, ce sont sur des préprints sans comité de lecture, qui ont fait des études qui ont été dépubliées auparavant, donc ils sont moins sérieux, d'accord ? Si le consensus il est fait que de gens très peu sérieux, forcément il va avoir beaucoup moins de poids que si le consensus il est fait que de gens sérieux. C'est pareil là dans ce cas-là, d'accord ? Dans ce cas, vous avez un consensus là dans lequel vous avez le GFS, l'ensemble GFS, le NHC, l'HWRF, enfin vous avez des modèles pertinents qui sont dedans, très pertinents. Mais le problème c'est que vous en avez un des plus pertinents qui est hors consensus. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si le CMWF était dans ce consensus et qu'on avait par exemple le HUCMET qui était ici, on se serait posé moins de questions. On aurait dit, le HUCMET habituellement il est quand même pas très précis et pas très pertinent sur ce genre de prévision, donc la possibilité qu'il soit seul à avoir raison contre tous les autres, elle est marginale en fait.
Là, c'est un petit peu différent parce qu'on a ce modèle européen qui, depuis 5 ans, si vous vous rappelez d'Irma, il a été d'une précision absolue. Sur Maria, il a été d'une précision absolue. Donc, c'est quand même problématique parce qu'on se dit, merde, enfin, il a fait preuve de ses qualités, on ne peut pas le jeter à la poubelle et dire, non, non, il se trompe à tous les coups. Donc voilà, vous voyez, le consensus, c'est un élément important qui dépend du regroupement de chaque modèle, mais aussi de qui est dans le regroupement et qui n'y est pas, d'accord? Donc le consensus a un poids, et qui peut être très fort, c'est le cas, mais il est un peu moins fort que ce qu'on pourrait envisager, parce qu'un des modèles majeurs n'est pas de consensus. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous devez regarder, d'accord? Quand vous voyez arriver ce type de prévision, là, merde, je l'ai perdu, donc alors en plus on peut plus se connecter, ouais, si on peut, vous voyez ce type de prévision qui ne concerne forcément qu'un seul modèle. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site et d'aller voir dans les tempêtes actuelles et d'aller trouver celle qui est prévue et de regarder un petit peu le fameux schéma en spaghetti qui propose la prévision de tous les autres modèles. Donc ça, c'est le consensus. C'est une première chose. Ensuite, on a une deuxième chose qui est l'enveloppe. C'est-à-dire que, vous voyez, le consensus, il va d'ici à là. Et d'ici à là, c'est l'enveloppe. Si on revient sur le site du NHC, l'enveloppe, en fait, c'est ni plus ni moins que le cône d'incertitude. D'accord? Voilà. Le NHC utilise l'enveloppe du consensus, alors, avec leur propre méthode d'interaction, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer certains modèles dans lesquels ils n'ont pas du tout confiance, et ils vont donner du poids à chacun des modèles en fonction de la confiance qu'ils leur attribuent, à la fois globalement et sur cette prévision, de manière à déterminer une enveloppe globale d'incertitude. Bon, on va partir du fait qu'elle correspond, cette enveloppe, grosso modo, à cette prévision, d'accord? Elle est un peu plus large, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc, il y a la taille de l'enveloppe. La taille de l'enveloppe, en fait, elle donne la performance du consensus, de ce consensus précis. Au-delà du fait qu'il peut y avoir des modèles pertinents qui ne sont pas dedans. Moins l'enveloppe est large, plus la prévision est fiable, en fait. D'accord? Si tout le monde était sur la même ligne, on pourrait penser qu'il y a peu de chances que ça passe ailleurs que sur cette ligne-là. Bon, ça n'arrive jamais, en fait. Mais globalement, plus l'enveloppe est serrée, plus la prévision est pertinente et a de chances de se réaliser. C'est intéressant parce que si on revient vous voyez, sur le GFS, on voit que finalement, en dehors d'un membre un petit peu au sud et de 2-3 un petit peu au nord, globalement, le centre, vraiment le cœur de la prévision des membres, correspond peu ou prou à celle du consensus. D'accord? Donc son enveloppe, on va dire, une fois qu'on a enlevé les deux extrêmes, en statistique, souvent les artefacts un peu à l'extrême, on n'en tient pas trop compte. Donc une fois, on voit que l'enveloppe de prévision du GFS est assez serrée. Et par contre, si on va sur le CEMWF, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'enveloppe pour le coup est très large. Même si on enlève le plus extrême là et les deux extrêmes ici, on est quand même, on a une enveloppe très large. Et donc plus l'enveloppe est large, moins la prévision est fiable. D'accord? Voilà. Donc c'est la deuxième chose qu'il faut que vous preniez en compte. Premièrement, le consensus. Une fois que vous avez le consensus, l'enveloppe de ce consensus, est-ce qu'elle est large ou pas? Plus elle est serrée, plus la prévision de ce consensus est fiable. La troisième chose qui est intéressante à regarder, alors là c'est un peu dommage parce que si le CNWF ne marche pas bien, on aura du mal à le voir, on va quand même essayer pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air difficile. Donc la troisième donnée fondamentale quand on regarde des prévisions cycloniques, c'est la tendance. D'accord? La tendance, en fait, c'est de se dire, entre deux runs, enfin, sur les 6 ou 7 derniers runs, comment tel ou tel modèle, et notamment celui que l'on a affiché et qui montrait une prévision catastrophique, comment il s'est comporté sur les 6 runs précédents. Est-ce que la prévision a été toujours la même au même endroit, auquel cas la tendance est forte, ou est-ce qu'au contraire, il a prévu une fois sur les îles, une fois au nord, une fois au sud, une fois à droite, une fois à gauche, d'accord? Et là, auquel cas, la tendance n'est pas du tout fiable.
Vous voyez, il n'arrive pas à le charger. Bon, c'est un peu dommage, j'ai pas de quoi vous donner, vous donner une visualisation, mais le principe c'est celui-là. Donc toujours pareil, vous pouvez le faire sur ce site, ça fonctionne très bien. Vous venez dans la prévision. Je vous ferai un petit live, peut-être la semaine prochaine si c'est calme, pour vous expliquer, et si le site marche, pour vous expliquer comment utiliser Tropical Tidbit et comment vous l'utilisez pour vous faire une bonne idée de la situation. Donc voilà, la tendance c'est la troisième donnée, qui est tout aussi importante que les deux premières, et qui va concerner un modèle, un par un, et on va prendre les dernières prévisions de ce modèle-là, et voir sur les runs précédents, est-ce qu'il a été tout le temps dans le même esprit, ou est-ce qu'au contraire, il a peut-être un petit peu soit vraiment dérivé. Et donc là, par exemple, le CMWF, depuis 7 runs, il dérive légèrement vers le nord. C'est pas beaucoup, hein. Il dérive pas beaucoup, mais il dérive vers le nord. Donc on a une tendance qui va vers le nord. Ce qui veut dire qu'il y a peu de chances que le prochain run, il revienne complètement sur l'arc antillais. Puisque sa tendance déjà bien établie depuis plusieurs runs, c'est de remonter vers le nord. D'accord ? Donc voilà, vous avez les 3 éléments qui sont déterminants pour vous faire une opinion sur ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Le consensus, la largeur de l'enveloppe et la tendance. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Vous n'avez plus besoin de moi, grosso modo. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire votre propre opinion sur la situation et donc déterminer les gens à qui vous avez affaire en fait. Parce que c'est ça qui est important. Une fois que vous êtes fait votre opinion avec ces outils-là et que vous voyez que ce qu'on vous explique depuis 2 jours, c'est de la merde en boîte parce qu'on vous montre que la situation la plus pessimiste et la plus dure possible et qu'on ne vous montre pas qu'elle est isolée dans sa prévision et qu'il y a tout un tas d'autres qui prévoient tout à fait autre chose et plutôt optimistes, alors oui, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui cherche pas la vérité, qui n'a pas grand-chose à faire de la science, mais qui va chercher plutôt le buzz. Pour des raisons ou d'autres, ça c'est pas mon problème, je m'en fous. Mais moi globalement, tiens, si il revient un petit peu, voilà, on va voir, ouais, voilà, ça va marcher. Tac, tac, on va continuer. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais. Hop, c'est next run, voilà. Encore prévision. On va voir. Peut-être que je vais arriver à le charger le temps que je finisse de vous expliquer. Donc voilà, c'est une fois que vous avez ces outils qui vous permettent de vous faire votre propre idée, ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire et de faire un tri dans les gens qui vous proposent de l'information. Parce que ce que je dis toujours, c'est que suivez qui vous voulez, bien entendu. Hein, c'est pas ça, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, mais suivez des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, cette confiance, il n'y a que vous qui pouvez l'accorder. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas vous dire si vous pouvez suivre tel et tel. Une fois que je vous ai dit, vous pouvez suivre le NHC, vous pouvez suivre Levi Cowan de Tropical Tidbit ou quelques autres. Voilà, moi, c'est les gens que je suis, c'est des gens en qui j'ai confiance. Ce sont des météorologues qui ont fait de hautes études et qui travaillent tous dans des centres de recherche très évolués. Voilà, mais après, le kidam sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, comme moi d'ailleurs, hein, je me mets tout à fait au même niveau que les autres, c'est à vous de leur apporter votre confiance. Et votre confiance, vous devez la fonder sur la pertinence de ce qu'ils ont dit depuis le temps que vous les suivez. Et les gens en qui vous n'avez pas confiance ou qui vous ont montré des choses qui n'étaient pas réelles, ne les suivez plus. Et contentez de suivre ceux qui vous disent des choses qui sont intéressantes. Voilà, dans la liste, vous avez SXM Cyclone, vous avez ouragan.com, vous en avez d'autres qui font du bon boulot. Donc voilà, c'est forgez-vous votre propre opinion, suivez les gens à qui cette opinion va vous permettre de faire confiance, d'accord, et faites du tri et élaguez. Et surtout, lorsque vous voyez ce qui est très très important, c'est lorsque vous voyez des sorties de modèles comme ça isolés, ne les partagez pas. Voilà. Parce que plus vous les partagez, plus vous leur donnez de la visibilité, et plus vous allez inciter celui qui l'a posté à en reposter d'autres. Parce que vous imaginez bien, quand il a 200 partages, ouais, c'est royal, quoi. D'accord ? Donc, du coup, on cherche encore un modèle qui va nous sortir un truc bien dégueulasse, et puis on va le poster, on va faire encore 200 partages, et puis il va bien voir que le jour où il va prendre un modèle qui passe à 500 km de l'arc, il aura 20 partages. Parce que on sait très bien comment ça fonctionne. C'est que lorsque le risque est là et que ça fait du buzz, parce qu'il y a de l'inquiétude, que ça partage. Lorsque c'est une bonne nouvelle, on la partage très très peu dans l'ensemble. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est une question, elle est collective, hein, c'est à nous tous de faire ce genre de choses et de faire en sorte que
voilà, qu'on arrête de partager toutes ces prévisions qui stressent tout le monde pour pas grand-chose. Alors, maintenant, pour terminer sur ce sujet, bien entendu que sur un système comme ça, il y a 2 jours, il y avait deux axes, d'accord, il y a 3 jours même, c'était mercredi. Il y avait 2 axes. Il y avait l'axe du consensus, qui était pour un passage bien au nord de l'arc, et il y avait l'axe de l'ECMWF, qui était pour un passage bien sur l'arc. Donc moi, il y a 3 jours, j'ai dit, pourquoi suivre le seul modèle, les idées du seul modèle qui tape sur l'arc, alors que tous les autres disent que ça n'y est pas. Je ne dis pas qu'il aura tort ou qu'il aura raison, je dis juste qu'on doit aussi parler des autres. Parce que ça ne sert à rien de ne se concentrer que sur les modèles, que sur les prévisions très pessimistes, parce que ça fait peur à tout le monde la plupart du temps pour rien, mais ça ne sert à rien non plus, et c'est aussi négatif, de ne se concentrer que sur les prévisions très optimistes. Parce que du coup, les gens ne se préparent pas, et puis si ça nous passe dessus, c'est mauvais. Mais si on se concentre que sur les pessimistes, les gens à force, ils n'ont plus confiance dans les prévisions, et donc ils ne se préparent pas, et au final, c'est la même chose. Donc vous voyez, l'excès dans les deux sens n'est pas bon en fait. Donc toujours penser que la prévision, c'est quelque chose de global, et que ces trois manières de l'aborder dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le consensus, l'enveloppe et la tendance, sont des éléments primordiaux pour se faire une opinion. D'accord ? Voilà. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc voilà, on est à peu près à 1 heure. On va prendre un petit quart d'heure pour faire un peu le tour des questions qui sont posées. Et puis voilà, donc si vous avez des questions à poser, posez-les sur le chat. Je vais commencer à descendre et à regarder et à y répondre. Alors, bonjour, pas de son. Oui, bon, ça, je savais qu'il y a eu un problème. C'est bon pour le son. Alors, on va descendre. Prendre le temps de nous expliquer. La probabilité que Sam n'impacte aucune île est-elle forte ? Ben oui. Si on se fie au consensus dont je parle depuis tout à l'heure, oui. Parce que pour l'instant, on voit que ce soit celui-ci ou que ce soit celui, vous voyez, les Bahamas c'est là, les Bermudes c'est ici, donc pour l'instant, le consensus nous montre une prévision qui évite quasi totalement toutes les îles. Alors bon, ça passe pas loin de Bermudes, mais à voir. Voilà, il faudra voir ça. Peut-être les Bermudes pourraient être concernées. Alors, tac. La houle, ça sera à partir de quand ? Donc bon, j'ai répondu tout à l'heure, milieu de semaine prochaine, peut-être même probablement pour la Guadeloupe un petit peu plus tôt. Voilà, beaucoup de conneries circulent sur Facebook, les posts à sensation monstrueux, dévastateurs. Ouais, voilà, ça, franchement, le truc c'est que si vous suivez des gens qui publient ça, ne les suivez plus. Et si dans votre entourage vous avez des gens qui les partagent, mettez-les un petit commentaire gentil. Pas comme moi, parce que moi je suis un relou sur le sujet, quand ça ne me convient pas, je le dis avec mes mots, et c'est rarement des mots gentils, mais mettez un petit mot gentil pour dire tu ne devrais pas partager ça parce que ça ne représente pas la réalité de la prévision, en fait, d'accord ? Et donc renvoyer vers d'autres pages qui vont parler plutôt d'un ensemble que de quelque chose... Voilà. Pourquoi là où le côté Caraïbes ? Tout simplement parce que... alors, hop, on va essayer de retrouver une image satellite... Voilà. Parce que lorsque ce système va être ici, d'accord, on va regarder, on va essayer, voilà. Là, on a une bonne vision. C'est-à-dire que lorsqu'il va être là, vous voyez, l'enroulement est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc il va pousser de l'eau vers ici. D'accord ? Il va pousser de l'eau, donc cette eau va passer... Alors, ça va être pas quand il est aussi loin, mais quand il va être ici. Et donc cette eau va passer entre les îles, elle va rentrer doucement dans le côté est de la Caraïbe, et donc on va avoir une houle de secteur nord-ouest qui va circuler sur la côte Caraïbe de l'arc antillais. Voilà. Et ça quémande sur Tipeee en repostant des screenshots. Oui, ça après c'est un peu ce que je disais la dernière fois, c'est un peu... c'est ça qui me dérange vraiment dans ce que j'ai vu passer cette semaine, c'est-à-dire que, ok, quelqu'un qui fait ça de manière totalement bénévole, qui fait 10 posts par jour et tout,
Euh, je peux comprendre qu'il poste parce qu'il fait ça. Mais après, si en plus il demande de l'argent, là par contre ça commence à devenir compliqué parce qu'il n'y a pas une machinerie derrière très importante qui traite des tonnes de données. Enfin voilà, je ne fais pas la pub pour ma paroisse, mais voilà, quand vous allez sur l'ouragan Sam sur Météo Tropical, vous avez l'ouragan Sam et le 4e cyclone le plus puissant enregistré cette saison. Le plus puissant était Ida, il est le 18e cyclone nommé de la saison et le 4e. Il vous explique tout ça, il vous donne les prévisions avec les distances par rapport à la côte et aux îles. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'informations, vous avez accès, vous avez des cartes interactives qui vous permettent de suivre le tracking, vous avez toute l'information sur le système. Là, demain, il va y avoir une investigation aérienne, vous aurez toutes les données de l'investigation aérienne qui vont s'afficher ici. Donc vous aurez le suivi en temps réel de l'avion avec les données relevées. Enfin voilà, il y a vraiment de la matière. Donc oui, moi je dis, si vous voulez soutenir le site, allez-y, faites un don parce qu'il y a 3 serveurs qui tournent en permanence. C'est un coût qui est réel, mensuel, qui fonctionne bien, hein, il est assumé, j'ai aucun souci. Maintenant, il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient donner, donc je leur ai dit oui, et j'ai créé ce bouton pour eux. C'est pas moi, vous verrez jamais un post où je vous demande de me faire un don pour faire fonctionner le site. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage que des gens qui se contentent de poster des images isolées comme ça sur un réseau social demandent en plus d'être soutenus financièrement. Ça me semble un petit peu difficile. Pourquoi la houle? Donc voilà, ok. Tropical Tidmic fonctionne à nouveau depuis ce matin. Alors oui et non, hein, on le voit, ça fonctionne pas toujours bien. Question, les zones de haute pression en altitude sont un facteur important dans la prévision de trajectoire. Du coup, comment les modèles s'entraînent-ils si cette donnée est difficilement mesurable en continu? C'est toute la difficulté de la modélisation mathématique de l'atmosphère en fait. C'est que tout ce qui est au sol, au niveau de la surface, on a de l'information. Et j'expliquais ça la dernière fois. Et tout ce qui est en altitude, il faut balancer des sondes, soit depuis des avions, soit depuis le sol, donc des ballons-sondes ou des sondes depuis des avions, pour arriver à faire un mapping un sounding, comme on dit en anglais, de l'atmosphère et connaître un petit peu la situation. Et alors, ce qui est assez étonnant, enfin pas étonnant, mais ce qui est assez problématique, c'est qu'en fait, c'est pas problématique, mais ça peut poser problème, là par exemple pour Sam, c'est-à-dire que plus on va avoir de systèmes qui vont se suivre à courte échéance dans la même zone, plus on aura une bonne cartographie de l'atmosphère. Parce que les avions, les Hurricane Hunter, passant dans chaque système, ils font des relevés de l'atmosphère, et donc ces relevés sont intégrés en temps réel dans les modèles. Et du coup, pour celui qui vient derrière, on connaît, puisqu'on a cartographié celui qui est devant, et donc on a les informations pour celui qui est derrière. Mais là, Sam, le dernier qui est passé, c'était Peter, il y a déjà une dizaine de jours. Voilà. Donc, aucune information des vols qui ont été faits dans Peter sont aujourd'hui. Puis Peter est passé un petit peu différemment, mais aucune des informations qui ont été relevées pour les derniers cyclones ne sont utilisables pour Sam. Donc du coup, Sam est le premier, après une période un petit peu longue où il n'y a pas eu d'exploration aérienne, et du coup, voilà, il arrive dans une zone, un territoire un tout petit peu inconnu, d'accord? Et c'est une des raisons aussi qui explique ça. Vous allez voir que demain, une fois que le Hurricane Hunter sera venu, aura largué des sondes dans toute cette zone-là, là, parce que c'est ce qu'il va faire, il va larguer des sondes de partout, vous verrez que demain soir, les runs, les modèles vont tous rentrer dans un consensus, parce qu'ils auront une vision claire de la situation de l'atmosphère à toutes les hauteurs. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, et ça explique potentiellement une grosse partie des écarts de prévision aujourd'hui. Mais Tropical Jimmy uniquement en anglais, et le jeune homme a un bon débit de parole. Oui, comme moi. Mais en fait, alors le truc, c'est que vous savez que sur YouTube, vous pouvez faire une traduction. Hein. Il y a un outil de traduction automatique. Alors, il n'est pas très performant pour ça, mais il fonctionne un peu. Oui, on a des débits de parole élevés. C'est tout simplement qu'on a beaucoup de choses à dire et que si on ne le faisait pas, on ferait des lives de 3 heures et que c'est pas possible, en fait. Voilà. Alors, sans forcément suivre toutes ces vidéos, parce qu'en effet, c'est de l'anglais technique, donc c'est pas toujours facile, mais au moins, vous pouvez aller sur son site, parce qu'il y a beaucoup d'informations et ça va vous apporter beaucoup de choses.
La confiance est en toi. Non, mais la confiance, c'est pas en moi, en fait. Hein. La confiance, c'est dans des gens dont vous avez vérifié vous-même le niveau de qualité, en fait. Hein. C'est pas un plaidoyer, c'est pas une compétition, c'est rien. Hein. Moi, demain, je peux commencer à raconter des conneries, on sait jamais. Et puis voilà, donc c'est pas la confiance, c'est pas quelque chose que vous accordez de manière définitive. À chaque fois, vous devez la remettre en cause. Euh, alors, passage Wither, franchement, j'y suis allé une fois ou deux, mais ça fait pas partie de mes sources, clairement. Après, il faut bien comprendre que tous les sites quasiment utilisent les mêmes données, hein, que ce soit Météo Tropical, Tropical Tidbit et compagnie. On a tous les mêmes sources de données. Ce sont les données automatisées ATCF du NHC. Ce sont les données brutes des satellites GOES de la NOAA. Enfin voilà, toutes ces données, ce sont les grilles des modèles de prévision. Voilà, on a tous accès aux mêmes données. Après, on les présente de manière différente. Le seul truc, c'est que ce qui différencie un petit peu Météo Tropical des autres, c'est que d'abord c'est en français et qu'ensuite, moi, il y a un vrai travail d'écriture en fait. C'est-à-dire que ces données-là qui sont brutes et tout, je les transforme automatiquement pour faire des textes qui sont lisibles et compréhensibles par tout le monde. C'est-à-dire que voilà, ce que je faisais jusqu'à il y a 2 ans systématiquement sur Facebook avec énormément de posts et énormément d'articles, ben aujourd'hui ça se fait petit à petit de plus en plus en automatique. Et c'est mes scripts qui génèrent eux-mêmes les textes à partir des données qui sont disponibles. Donc voilà, c'est un petit peu là où je me démarque un tout petit peu des autres, c'est là-dedans. Après pour le reste, vous allez voir à tous les autres, on a tous les mêmes données. Hein. Donc voilà, après vous suivez les sites que vous voulez, j'ai pas forcément trop de trucs. Le journal de Sainte-Barth a lui-même partagé ce modèle isolé. Ben ouais, c'est bien ça le problème, c'est que les médias jouent, tant que les médias vont jouer le jeu de ces gens-là, il n'y a pas de raison que les choses changent en fait. Moi, je me bats plus avec eux, hein. Les médias maintenant, ils se démerdent parce que pendant longtemps, j'ai fait du lobbying pour leur dire arrêtez de tout partager, arrêtez de faire ça, ça n'a pas de sens, arrêtez d'effrayer les gens, ou arrêtez de leur dire qu'il se passera rien, essayez d'être prudent dans ce que vous dites, de toujours être une prévision météo cyclonique, ça ne peut jamais être une affirmation, d'accord ? Il faut tout le temps que ça soit fait de manière incertaine en fait, parce qu'elle n'est jamais certaine. Donc comme elle n'est jamais certaine, on ne peut pas faire d'affirmation. C'est pour ça que souvent j'ai des réactions un peu dures avec les gens qui dans les commentaires viennent me dire « Oh, ça va passer très au nord, il ne faut pas s'inquiéter. » Bah t'en sais rien mon gars en fait. T'en sais rien, moi non plus, les prévisionnistes du NHC non plus, et personne n'en sait rien. Donc, parce que, vous voyez, encore, la zone d'incertitude, elle est à 50 km des îles du Nord encore. Donc aujourd'hui, on n'en sait strictement rien, en fait. En vue des dernières prévisions, le facteur qui devrait le plus affecter le nord de l'arc antillais est la houle cyclonique que généralement lorsque ça remonte. Voilà, bon, ça c'était la traduction de ce que j'ai dit. Quelle est la largeur du cône ? Bah, ça dépend d'où on le prend. Hein. Si on le prend ici, il n'est pas large. Si on le prend ici, c'est 900 km à peu près, 600. Je suis pêcheur pro, ok, bah bienvenue. Aura-t-on un peu de pluie sur l'arc ou pas du tout ? Alors là, franchement, la pluie et le beau temps, Sam, c'est pas. Sam va passer en l'espace de 12 heures, quoi. Hein, donc la pluie, même s'il génère de la pluie un peu sur le nord de l'arc, en dehors de Sam, ce qu'on voit par contre de manière très bien, c'est qu'il y a peu d'humidité globalement. Il y a de la pluie, notamment en Martinique ces derniers jours, parce qu'il n'y a pas de vent, et donc on a de la convection qui se fait un petit peu comme les épisodes de Cévenol dans le sud de la France. Donc on n'a pas de vent, il fait très chaud. Donc l'air chaud remonte, il arrive en altitude, il refroidit, il explose, enfin il se remet en goutte et ça génère de l'énergie, et cette énergie c'est la convection et qui s'auto-alimente en fait. Donc voilà pourquoi il pleut sur la Martinique en ce moment. Mais on voit quand même que pour un mois de septembre, c'est très... même dans la Caraïbe, hein, vous voyez, bon, on a toujours les grosses masses nuageuses sur cette zone-là, vers le Guatemala et compagnie. Mais globalement, on n'a pas de véritables zones de pluie, de grosses ondes qui passent. Pour l'instant, on en a plus au nord, vous voyez. On a celle-là ici, on en a une qui est plutôt en train de se créer là. On a les autres ex-tempêtes ou quoi, mais il y a peu de pluie. Je pense qu'on va voir, j'ai hâte de voir les données globales du mois de septembre. Je pense qu'on va avoir un des mois de septembre les plus secs depuis très 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 longtemps sur l'arc antillais.
Euh, alors, continuons. Tac, moi aussi, j'ai bien la même opinion. Ça me va vers les Bermudes. Oui, bon, écoutez, pour l'instant, on verra. Parce que là, les Bermudes, là, pour le coup, c'est à 11 jours. Hein, donc, on verra ce qui va se passer d'ici là. Non, le trafic aérien ne sera pas perturbé vers la Caraïbe. Vers la Caraïbe. Ils vont contourner, hein, comme ils font toujours. C'est-à-dire, une fois qu'il va être là, ils vont contourner par le nord. Une fois qu'il va être là, ils vont contourner par le sud. Salut, existe-t-il un modèle qui compile les prévisions et la réalité en donnant un lissage des modèles les plus fiables? Alors, c'est pas possible parce qu'en fait, on peut pas juger parce qu'il y a des modèles qui sont fiables sur un système et moins fiables sur les autres. Donc, on peut pas donner une note. On sait qu'on a deux modèles très pertinents et la plupart du temps fiables, qui sont le GFS, le modèle américain, et le CMWF, le modèle européen. À côté de ça, il y a des modèles comme par exemple les modèles de Météo France qui sont Arom, Arpège et d'autres qui sont très fiables. Mais bon, Météo France est un peu pénible sur la mise à disposition de ces données. On n'a pas accès à des échéances longues, on n'a pas accès à toutes les données. Enfin bon, comme toujours, Météo France fait un peu de rétention d'informations. Mais ils ont des modèles qui sont très performants aussi. Donc voilà, on ne juge pas, c'est difficile de juger la pertinence sur une moyenne, parce que quand on juge sur une moyenne, à la fois où ils sont très pertinents, on les juge comme non pertinents, alors qu'ils avaient raison, et on se trompe. Donc c'est pas tant ça qui va permettre de le faire. C'est plutôt l'habitude qu'on a. Par exemple, si on suit les modèles de tracking, il y a un modèle qui s'appelle le HWRF, qui est un modèle donc régional spécialisé dans le tracking des cyclones. On sait qu'il a un biais, qui est un biais de surinterprétation de la puissance. Il est plutôt pas mauvais en trajectoire, mais par contre on sait qu'il surinterprète la puissance des systèmes. Donc lui, il va tout le temps vous dire, il va y avoir 900 hectopascals de pression, 150 nœuds de vent, enfin voilà. Bon, on sait qu'il exagère toujours un petit peu, donc on tient compte de ce qu'il dit, mais on met un petit bémol dans les prévisions un peu catastrophiques qu'il émet. Ça fait partie des modèles qui sont très partagés, parce que comme il a toujours une prévision un peu apocalyptique, ceux qui cherchent du buzz l'adorent en fait. Alors, tac... Que tout cyclone est dans l'Atlantique, forcément la côte atlantique est systématiquement concernée. Oui, alors la côte atlantique est systématiquement concernée, mais la côte Caraïbe peut être concernée aussi. Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'investigation aérienne? Alors plusieurs choses. La première chose que l'on peut attendre de l'investigation aérienne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va cartographier l'atmosphère aux alentours, et que donc on va savoir ce qu'il en est réellement de la pression en altitude sur sa trajectoire. Et donc on va savoir réellement la trajectoire qu'il va suivre. Une fois qu'on aura la première investigation demain matin, il n'y aura plus aucune incertitude sur la trajectoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir réellement sa structure. Pour l'instant, sa structure, on la voit qu'à travers de l'imagerie satellite, qui est très bonne, hein, c'est pas la question, mais qui a des biais, qui a des imperfections. Et donc, une fois que l'avion va passer à l'intérieur et va faire des relevés de vent, on va savoir... par exemple, les cadrans dans lesquels le vent est très fort, est-ce que le corps, le cœur du système, comme on le voit ici en microwave, est sous-estimé ou surestimé. Enfin bon, on va avoir pas mal de données qui vont permettre à la fois aux modèles et aux prévisionnistes du NHC de donner une vision beaucoup plus fiable de la situation. Pour l'instant, sans investigation aérienne, tout ce qu'on a, ce sont les données satellites. Et un petit peu quelques données de bateaux et de bouées qui peuvent être sur la trajectoire et qui nous donnent des informations en surface. Mais au niveau de l'atmosphère en 3D, on a très peu d'informations, voire quasiment pas. Et donc ça, l'investigation aérienne va changer beaucoup. Et donc, on va pouvoir avoir des prévisions très fiables. Est-ce que l'on peut attendre, donc ça c'est juin, cette histoire de divergence sur la prévision des pressions en haute altitude entre les modèles interpelle? Pourquoi un écart aussi significatif entre les deux? C'est ce que j'expliquais en fait, c'est que comme on n'a pas de données mesurées, et que en fait, un modèle numérique, quel qu'il soit, hein, que ce soit un modèle de prévision cyclonique, météo, ou un modèle climatique, ou un modèle d'étude des tsunamis, ou enfin, toutes sortes de modèles de prévision dynamique, la base de tout, c'est qu'il est initialisé avec des variables de forçage, ce qu'on appelle des variables de forçage. C'est-à-dire qu'on force certaines variables dans son algorithme, et il va se baser sur ces variables-là pour calculer tous les éléments qu'il doit calculer.
Les variables de forçage, elles sont soit réelles, ce sont des données des stations météo par exemple, ce sont des relevés de satellites, ce sont des données qui ont été relevées par des avions en altitude, enfin différentes choses, soit elles sont estimées. C'est lorsqu'on n'a pas de données. D'accord ? Et donc, là, on entre dans une autre chose, c'est que c'est dans la construction de ces variables de forçage, en fait. Et donc là, le modèle européen est un tout petit peu moins bien loti que le GFS, tout simplement parce que il y a eu pendant longtemps, et il y a toujours, il faut savoir que le modèle européen, aujourd'hui, c'est le seul vrai gros modèle qui ne donne pas accès à l'intégralité de ces données de manière libre. C'est-à-dire, il faut s'abonner, et les prix d'abonnement pour avoir accès à toutes les données, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an, d'accord, pour avoir accès à toutes les données de l'ECMWF. Ça peut monter jusqu'à 500 000 euros par an. Donc, cette rétention d'informations de leur part, en fait, génère en face, fait que on leur donne pas facilement accès à toutes les données, notamment les Américains leur donnent pas facilement accès à toutes les données disponibles, en fait. L'Organisation mondiale de la météo a fait une liste des données qui étaient réputées comme des données accessibles à tout le monde. Donc ces données-là, tout le monde les partage, y compris le CMWF dans ses prévisions. Mais après, les autres partagent quasiment tout le reste, alors que le CMWF fait un peu comme Météo France. Ça, c'est le côté un peu mesquin des Européens globalement, c'est qu'ils partagent très très peu. Ils sont sur des systèmes... Alors, les Américains le sont. Hein. Apple est la meilleure expérience de ça. Mais vous avez aussi, de l'autre côté, des systèmes très ouverts, comme Linux, Android ou autres. Donc, voilà. Mais les Européens sont toujours un peu mesquins. Et donc, du coup, comme ils ne donnent pas accès à toutes les données de leur modèle, ben, ils ont accès à moins de données disponibles pour les initialiser. Et donc, ils sont obligés de faire plus d'estimations sur les variables de forçage que les autres. Donc voilà, ça explique en partie, pas uniquement, hein, et bien entendu qu'ensuite les algorithmes eux-mêmes vont avoir une influence très forte sur la manière dont l'analyse va être faite. Après ça, risquons-nous un autre cyclone majeur? Ah ben alors là, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si on regarde un petit peu, on voit que... si on revient sur la page d'accueil du NHC, on voit qu'il monitore une onde... Ah ben non, il a monitore... Ah si, il y a 5 jours, il a monitore, pardon, elle est là. Voilà, il monitore une onde qui n'est pas encore sortie d'Afrique, hein, d'accord? Donc ils disent que dans... dans 48-36 heures, elle sera ici. Que sa zone de développement à 5 jours, ça va être là. Donc elle est encore sur l'Afrique, elle n'est pas encore sortie d'Afrique. Donc voilà, est-ce que ce système-là va devenir un ouragan majeur? Bon là, personne n'est capable de vous le dire, d'accord? Personne ne vous le dit de toute façon, puisqu'il n'est pas encore classé en Invest, et c'est que le classement en Invest qui va débloquer les outils de tracking. Donc pour l'instant, tant qu'il n'est pas en Invest, on le regarde et on attend. Voilà. Donc après, qu'il y ait d'autres cyclones, oui. Alors un petit truc, une petite parenthèse, c'est Teresa est le 8e cyclone de la saison. D'accord? On est le 25 septembre. Statistiquement, depuis 1950, 1960 même plutôt, le 9e cyclone arrivait 2e quinzaine de novembre, lorsqu'il arrivait. Parce qu'il y avait beaucoup de saisons où il y avait moins... pas cyclone, ouragan, pardon. Non, qu'est-ce que je dis? Attendez, hop. Ah, je reviens. On revient à Sam. Je me suis mélangé les pinceaux. Parce que Teresa est restée en tempête. Donc, Sam, donc, qui est le 7e ouragan, a 2 mois d'avance quasiment sur la statistique moyenne depuis 1960. Normalement, le 7e arrivait plutôt courant novembre quand il arrivait, parce qu'on a eu des saisons à 5 cyclones. Teresa est le 19e système nommé depuis le début de la saison. Les saisons où on en a eu moins de 17 en totalité, elles sont importantes. Donc on a encore une saison qui est extrêmement active cette année, après la saison record de l'année dernière. Donc on se rend bien compte qu'il y a un truc qui est en train de dérailler en fait. Hein. On était parti sur l'idée qu'il n'y aurait pas plus de cyclones mais qu'ils seraient plus puissants. Or il se trouve qu'on a plus de cyclones et ils sont plus puissants.
Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, et je reparlerai de l'impact de la relation entre les cyclones, de ce qu'en disent en tout cas les chercheurs, les évolutions climatiques, un de ces jours dans un live dédié. Voilà, bon, on continue un petit peu, donc où on en était des questions. Peux-tu expliquer aux jeunes ados qui s'intéressent à la météo, car peut-être un peu traumatisés par IMA, l'intérêt que peuvent avoir Windy ou Windguru, quid d'une prévision pour les nuls? Les ados ne sont pas nuls, mais avec moins de moyens de réflexion et souvent beaucoup plus intéressants. En fait, si vous voulez, Windy ou les autres systèmes comme ça, plutôt dédiés au sport de glisse et autres, ou Windguru par exemple, sont des outils qui utilisent les prévisions des modèles numériques, d'accord, les fameux fichiers GRIB, et qui juste, ce sont des visionneuses en fait, hein, ils ne prévoient rien, il n'y a aucun travail de prévision dessus. Ce sont des systèmes totalement automatisés qui ingurgitent les GRIB d'un côté et qui les renvoient de l'autre côté sous une forme graphique attrayante. Le gros changement qu'a créé Windy, c'est que jusqu'avant Windy, les prévisions de vent, c'était des barbules, vous savez, ces flèches positionnées, je vais vous les montrer là, vous voyez, c'est ça, les barbules, on va en trouver, voilà, c'est ça, là, vous voyez, ces flèches-là, là. On voyait le vent comme ça, c'était statique et tout. Windy a fait de l'animation de particules, enfin bon, voilà. Donc merci à eux, hein, ils ont fait un gros travail, c'est très bien pour tout le monde. Mais Windy n'est pas un organisme de prévision, c'est pas Météo France, c'est pas le NHC. C'est un système automatisé qui se contente de traduire des données disponibles librement sur le marché pour les rendre visibles pour tout le monde. Donc c'est une bonne base de prévision. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut arrêter avec ah oui, mais Windy s'est pas trompé. Non, mais Windy, en fait, il ne peut pas se tromper ou pas se tromper puisqu'il prévoit rien. Windy ne fait qu'afficher la prévision des autres. Donc c'est savoir le modèle qui est affiché dans Windy, est-ce qu'il s'est trompé ou pas. D'accord ? Si on vient afficher Windy, vous allez voir de suite. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on va regarder la prévision pour Sam. D'accord ? On va venir à mercredi. Tac. Voilà. Alors, à noter que Windy a les données de l'ECMWF, toutes les données, tout simplement parce qu'il paye. Donc Windy file 100 000 € par an au consortium européen qui gère le modèle européen pour avoir accès à ces données. Vous voyez un petit peu le truc, alors qu'il a accès aux mêmes données totalement gratuites de la part du GFS. Donc vous voyez bien que c'est quand même un peu bizarre comme situation. Donc voilà, si vous venez sur Windy, en fonction de l'endroit où vous êtes sur le globe, d'accord, si je viens ici, vous allez voir, ça va changer. Si on vient sur la France, par exemple, sur l'Europe, voilà. Vous voyez, là, vous avez le CMWF, le GFS, l'Icon Europe et trois autres. Vous avez le Icon, NEMS et AROM, donc le fameux modèle de Météo France. Si vous venez sur la Caraïbe, vous allez voir, ça va vite se réduire, vous n'en allez avoir plus que 3. Vous allez avoir le CMWF, le GFS et le Icon. D'accord ? Donc, en fait, lorsque vous utilisez Windy, pensez toujours à venir mettre en concurrence. Si vous regardez celui-là et qu'il vous confirme ce que vous avez vu sur Internet, à savoir que le système est en plein sur les îles du Nord, ben c'est peut-être parce qu'il affiche exactement la même information. Donc c'est normal qu'elle soit identique. Maintenant, si vous venez chercher le GFS, l'autre modèle, hop, vous allez voir, vous avez une différence, vous voyez, le GFS est beaucoup plus éloigné. Bon, on va le voir un petit peu plus loin. Ici. Tac. Je sais pas, c'est un peu long, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un peu de... J'ai l'impression que ma connexion est un peu... voilà. Ma connexion est un peu dure, là. Donc voilà, si on le prend ici, vous voyez le GFS qui le donne ici, et si vous revenez à l'ECMWF, hop, vous voyez que c'est beaucoup plus proche de l'arc. Donc Windy est intéressant dans la mesure où vous avez la possibilité de comparer tous les trois modèles. Alors l'Icon n'est pas très performant sur ce genre de choses. D'accord ? Donc, de manière générale, on ne va pas forcément beaucoup le suivre. Bon, là, en l'occurrence, il est très proche de la prévision du GFS. Mais vous allez pouvoir comparer les deux. Alors, ce que ne fait pas Windy, c'est les fameux spaghettis. Donc, avec Windy, vous n'allez pas pouvoir avoir de consensus, d'enveloppe ou de tendance. D'accord ?
Donc c'est là que la limite d'un système comme Windy, il affiche les mêmes informations que les autres, mais elles ne sont pas dédiées à la prévision cyclonique. Windy n'est pas un outil qui donne de la prévision cyclonique, il donne de la prévision globale dans laquelle est inclus la prévision cyclonique, mais rien de plus. Donc voilà, suivre Windy, oui, mais en le faisant bien, c'est-à-dire en toujours comparant les modèles pour savoir s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on y est, on va regarder, puisque voilà, je vais pouvoir vous montrer la houle du coup. Vous allez bien comprendre ce dont je parle. Vous voyez, hop. Voilà. Vous voyez là par exemple, donc vous avez la houle. Vous voyez la houle qui descend là, hop, qui descend, qui va longer nord le long de l'arc antillais. Et voilà. Et donc petit à petit, quand il va avancer, vous allez voir, ça va venir se mettre petit à petit nord-ouest. Vous voyez là, elle est nord-ouest. Quand le système aura avancé, ben, le nord-ouest va venir comme ça. Donc voilà, c'est l'explication du pourquoi de la houle côté Caraïbes. Ventuski, non, oui, j'en ai entendu parler, mais je m'en intéresse pas trop. Il y en a tellement en fait que c'est un peu compliqué. Je peux pas tous les suivre, donc du coup. Alors, en termes de confiance, n'est-il pas plus opportun de donner plus de crédit au modèle US qui envoie des hunters mettant un peu plus de jugement humain versus euro, plus récent mais plus algorithmique? Oui et non, parce que les données du hunter, elles sont partagées librement. Donc les données des hunters, moi j'y accède. Donc forcément, vous imaginez bien que le modèle européen y accède aussi. Donc voilà. Ce que va pas donner forcément tout le temps les Américains, c'est certaines données de stations de bouées ou d'autres choses, de houlographes par exemple, de choses comme ça. Catamaran 50 de live au mouillage le baie oriental. Si modèle euro se confirme lundi matin, soit on peut partir encore lundi. Voilà. Oui, je pense qu'avant de prendre des décisions radicales comme quitter un mouillage, attendez encore demain, éventuellement lundi matin, dernier quart. Quelle influence entre la pression au centre du système, variation de 1 mètre pour 100 millibars, et l'effet du vent pour les vagues? Alors c'est un peu compliqué en fait, hein. Là on rentre dans de la pure physique et mécanique des fluides. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de la mer, de la houle résiduelle sur la zone, d'accord, qui va générer un frottement avec le vent et qui va limiter le vent au niveau de la surface et donc limiter sa faculté à pousser la mer. Il y a plein d'autres données comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais bon, globalement, on sait que le cadran le plus fort en termes de vent étant ici dans l'Atlantique Nord, le cadran nord-ouest, on sait que c'est là que le vent va pousser le plus fort. Et dans cette zone-là, le vent, il est, on va dire, grosso modo de nord à nord-est. Et que donc, voilà, la houle va se générer comme ça, et ensuite elle va être poussée par les éléments résiduels de l'avancée du cyclone qui, au fur et à mesure qu'il va avancer, va envoyer des vents de plus en plus d'ouest. Et donc, la conjugaison des deux vecteurs nord et ouest va faire du nord-ouest globalement. Un ouragan 4 peut faire remonter les vagues jusqu'à 4 mètres et un ouragan 5 à 6 mètres. Il faut évacuer les habitations mortes à plus de 3 km. Oui et non. Alors, c'est pas aussi marqué que ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. Hein. Ça va dépendre de. Alors, un ouragan qui passe sur la zone, hein, les données que vous donnez. Hein. C'est sûr que si Sam devait taper directement une île, bien sûr qu'il pourrait faire remonter l'eau de manière assez importante. Mais là, en passant au large, il va faire que de la houle. On va avoir une houle de, entre 1 et 2 mètres peut-être, grand max, avec une période un peu élevée. Mais en tout cas, pas de quoi évacuer les zones de bord de mer. Alors oui, il y a des zones très particulières, comme par exemple le Grand Case, qui peuvent être un peu... qui n'a pas de barrière de corail, qui est bien ouvert sur le nord-ouest, qui peut subir un petit peu, ou en Martinique, on sait très bien que la route entre le Carbet et Saint-Pierre est très exposée dans ces circonstances-là. Mais pas de la évacuer pour un ouragan qui passerait à 200 km. Ou un peu plus. Oui, ils vont envoyer des avions à partir de demain dans l'œil du cyclone. D'où te viennent tes connaissances en matière de météorologie? Je suis un autodidacte et je m'intéresse à ça depuis 20 ans. Et je suis passionné de sciences en général et de ça en particulier. Donc voilà. Et donc je m'informe, je lis beaucoup, je lis beaucoup d'études, je lis tout ce qui est disponible aujourd'hui pour
pour continuer à comprendre ce qui se passe. C'est vrai que pour lui, il voyait la trajectoire sur la Guadeloupe et à le dernier jour bifurqué vers Saint-Martin et il est passé de la catégorie 3 à 5 très rapidement. Alors Louis, c'est une exception, hein, parce que Louis, on avait vraiment une trajectoire totalement exotique qui arrivera une fois tous les 300 ans, donc on ne peut pas s'en servir comme base de réflexion. Hein. Mais en effet, Louis a montré que les modèles pouvaient se tromper, mais les modèles de cette époque et les modèles d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Hein. On n'a plus du tout les mêmes algorithmes, on n'a plus les mêmes capacités des ordinateurs pour les faire tourner, donc on peut pas comparer non plus. Hein. Il n'y aura pas d'erreur aussi importante, même à l'époque de Gonzalo qui avait surpris un peu tout le monde. On peut difficilement penser que ces erreurs se reproduisent comme ça à des échéances aussi courtes que pour Gonzalo. Peux-tu expliquer aux jeunes? Donc ça, on avait vu. Alors, question, des hunters sont-ils déjà retrouvés en difficulté? Non, pas vraiment, parce que c'est des avions qui sont faits pour ça, en fait. Donc, les pilotes sont tous des pilotes, des anciens pilotes d'avions de chasse de la Navy, qui ont l'habitude d'atterrir et de décoller sur des pistes de porte-avions, enfin, qui ont l'habitude de voler à très très basse altitude, entre les rochers et tout, vraiment. Ce sont des héros absolus, et ces avions sont faits pour supporter ces contraintes, donc oui, probablement, il y a pu y avoir quelques problèmes, mais globalement, ça se passe toujours plutôt bien. Qu'est-ce qui fait naître les ondes en Afrique? Oh là, alors là, on y reviendra parce que c'est un sujet à part entière et je ne pourrais pas y répondre sur une seule question. En termes de confiance de données, alors bon, ça j'avais répondu. Merci pour toutes ces explications. Ben écoutez, voilà, moi aussi, merci à vous d'être là. Compte tenu des conditions favorables, est-ce que sa petite taille... Alors tiens, des fois le chat avance de manière comme les ouragans avec des à-coups en fait. Compte tenu des conditions favorables, que sa petite taille est liée à sa latitude toujours un peu basse. Non, du tout. C'est juste que c'est un ensemble de conditions aux alentours qui font qu'il est plus gros ou plus petit. J'aurais tendance à penser que de l'eau à 28 degrés lui apporte moins d'énergie pour étendre sa convection, et ça peut expliquer globalement aussi le fait que, comme on le voit sur l'image satellite, la convection n'est pas très très forte en fait, c'est qu'il est dans de l'eau à 27-28 degrés là, et donc ça serait 29-30, on aurait un système beaucoup plus large et beaucoup plus puissant et avec une convection beaucoup mieux organisée. Stop aux questions, c'est l'heure de taper bientôt. Ok, bon voilà. Que pensez-vous des séismes récents en Guadeloupe et Martinique ces derniers jours? Je n'en pense strictement rien, parce que je ne suis pas volcanologue d'une part, et d'autre part parce que même les volcanologues, pour l'instant, n'en pensent pas grand-chose. Donc on est sur une zone sismique. Voilà, on est sur une ligne de volcan, c'est normal, il y a de la pression, il y a de la tension, et donc ça bouge, ça craque. C'est tout à fait normal. La question, c'est que tant que ça craque doucement, c'est bien parce que ça relâche un peu la pression. Quand ça craque un peu plus fort, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois à Saint-Vincent, ou ce qui s'est passé en 2007 ici pour le gros séisme que l'on a connu. Donc voilà. Ok, écoutez, merci d'avoir été là. 1h30, c'est encore un bon live. Hein. Merci à ceux qui ont subi mon flot de paroles continu et rapide et qui se sont pas lassés. Franchement, vous méritez une médaille. Et puis écoutez, bon, très sincèrement, là pour l'instant, sauf si demain le Hunter trouve des choses qu'on n'avait pas anticipées, notamment dans la pression en altitude, et remet en cause donc une partie des prévisions. Si les prévisions se confirment et que le consensus se confirme comme ça, je ne ferai pas d'autres lives sur Sam, parce que ça va passer au nord à la fois de l'Arc-Antillais mais de toutes les autres îles. Donc ça ne nécessitera pas d'avoir un suivi aussi précis que celui-là. Je vais continuer à le suivre sur Twitter. Donc toujours la même chose, si vous voulez me suivre sur Twitter et que vous ne le faites pas, vous venez sur le site Météo Tropical sur n'importe quelle page, vous cliquez sur le petit oiseau blanc sur fond bleu, voilà, qui va vous amener sur Twitter, sur ma page, et puis si vous êtes abonné, vous me suivez, si vous êtes inscrit, vous me suivez, si vous n'êtes pas inscrit, vous voyez, si ça vous intéresse de vous inscrire et de me suivre. Voilà, j'y suis de manière assez fréquente. Même quand je bosse au bureau, je regarde une fois de temps en temps, et quand j'y suis, quand je suis à la maison, je regarde aussi. Voilà, surtout le soir, parce que si je suis là et que j'ai pas grand chose d'autre à faire, je vais le faire. Sauf quand je me fais alpaguer et qu'on me retire de devant l'ordinateur. Voilà. Donc
Donc pas forcément de prochain live. Par contre, je continuerai bien sûr à le suivre sur Twitter. Donc si vous avez envie de continuer à en discuter, c'est là que ça se passe. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ne stressez pas trop. Ne pensez pas non plus que tout est gagné. Gardez un œil ouvert. Hein. Ça se justifie. Et puis voilà. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vous préviendrai sur les canaux habituels pour le prochain live. Voilà, bon week-end à tous, salut et à bientôt.